Bonjour à tous. L'une des questions qui m'est le plus communément posée est la suivante. Pourquoi les femmes aiment les mauvais garçons? Vous savez, tous les hommes, ou presque, ont été élevés par une femme. Et cette femme, le plus souvent, leur a dit d'être gentils avec les autres femmes, de les respecter, de les traiter comme des princesses, avec délicatesse. Puis le jeune homme grandit en mettant toutes les femmes sur un piédestal. Il fait tout bien, comme lui a dit sa maman. Il est poli, courtois, respectueux, gentil. Mais il réalise en grandissant que les autres femmes répondent à sa gentillesse par du mépris. Elles voient sa courtoisie, sa politesse comme une faiblesse. Plus même, elles voient ça comme de la soumission. Et il réalise aussi que ces mêmes femmes adulent les méchants garçons, les bad boys, ceux qui n'ont pas écouté leur maman et qui ne connaissent ni la politesse ni la gentillesse, mais qui en revanche savent jouer avec les émotions des femmes, qui savent les faire rêver, qui savent les faire mouiller, comme diront certains. Les femmes deviennent folles en leur présence. Elles piquent des crises de nerfs lorsqu'ils ne répondent pas au téléphone. Elles font des dépressions lorsqu'elles se font larguer. Et elles ne rêvent que d'une seule chose, le revoir, pour encore un peu souffrir. Le sujet de l'attirance des femmes pour les mauvais garçons est assez peu abordé, pour ne pas dire tabou. Et lorsqu'il est abordé, les auteurs qui le font ne vont jamais au bout des choses, comme s'ils avaient peur de découvrir la vérité, comme s'ils avaient peur de découvrir que leur propre mère, cette femme qui leur a donné la vie, a passé la sienne à leur mentir. C'est pour cela que j'ai dédié un chapitre entier de mon livre, MGTOW, ces hommes qui prennent leur propre chemin, à ce sujet. Il s'agit du chapitre 4, et c'est ce chapitre que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Mais vous l'aurez compris, là n'est pas mon propos. Je tente de comprendre un phénomène observé et vécu dans une moindre mesure. Mais cela étant dit, comment analyser et comprendre cette attirance des femmes pour certaines formes de violence? J'ai donc décidé de crever l'abcès et de m'intéresser de très près à l'hybristophilie, qui désigne d'une façon générale l'attirance des femmes pour l'hyperviolence. L'hybristophilie est un comportement anormal, où l'individu est sexuellement attiré par d'autres ayant commis un crime, vol, viol, meurtre. Dans la culture populaire, ce phénomène est connu sous le nom de syndrome de Bonnie and Clyde, le célèbre couple de criminels que Serge Gainsbourg a immortalisé dans sa chanson. Bon nombre de grands criminels, particulièrement ceux ayant commis des meurtres affreux, reçoivent en prison des courriers de femmes à caractère sexuel. Dans certains cas, les admiratrices se marient même avec eux. Ce phénomène s'affranchit des frontières et des époques. Reconnu coupable de la mort de 11 personnes au début du XXe siècle en France, Henri-Désiré Landru a reçu quelques 800 demandes en mariage, avant d'être guillotiné. L'Autrichien Joseph Fritzl, qui a séquestré et violé sa fille pendant 25 ans, et le gourou américain Charles Manson, commanditaires de 7 crimes atroces, ont aussi eu leurs fans. Luca Rocco Magnotta, plus connu comme le dépeceur de Montréal, condamné à la prison à vie en décembre 2014 pour avoir tué un étudiant chinois, puis violé et dépecé son cadavre avant d'en envoyer les morceaux par la poste à divers destinataires, a lui aussi eu sa page Facebook de soutien. Sur Facebook, Twitter et certains blogs, de nombreuses pages célèbrent la beauté et la force de caractère de Luca Rocco Magnotta. Plusieurs internautes se cachent derrière un pseudonyme, mais quelques-uns le font à visage découvert. C'est le cas de Destinée Saint-Denis, qui a accepté que le Huffington Post Québec publie son nom et sa photo. La jeune femme de 21 ans a créé le groupe Facebook Support Magnotta, soutenons Magnotta. La page a cumulé plus de 1400 membres avant d'être retirée par les administrateurs du site en raison de son contenu inapproprié. C'est aussi le cas de Dzhokhar Tsarnaev, l'un des auteurs des attentats du marathon de Boston qui avait fait 3 morts et 264 blessés en avril 2013. Quant aux frères parricides Lyle et Eric Mendez, ils ont trouvé chacun une épouse. Lyle épousa Anna Erickson en 1996, puis Rebecca Sneed en 2003 lors d'une cérémonie en prison. Son frère Eric épousa Tammy Ruth Saccoman en 1999, également dans la salle d'attente de sa prison. Le tueur en série américain Richard Ramirez, coupable de 11 viols et de 14 meurtres, a épousé en 1996 Doreen Lioy, une journaliste indépendante de 41 ans. En Argentine, Edith Casas, 22 ans, s'est mariée le jour de la Saint-Valentin avec celui qui avait tué sa sœur jumelle 2 ans plus tôt.
Elle a été examinée par les psychologues et déclarée saine d'esprit. Celle-ci a même affirmé, citée par le Daily Mail, être persuadée de l'innocence de son compagnon. Victor n'est pas un homme violent, et il n'est pas mauvais. Nous n'avons aucun doute sur ce que nous faisons. Nous nous aimons. Ces témoignages sont beaucoup trop nombreux pour être ignorés ou passés sous silence. Ce sont des faits qui nous poussent à nous interroger sur cette étrange attirance qu'éprouvent certaines femmes pour les hommes violents. Si le bad boy est à des années-lumière du meurtrier, le mécanisme qui génère l'attirance pour l'un comme pour l'autre reste assez similaire et trouve ses origines dans notre évolution. Imaginez nos ancêtres préhistoriques il y a environ 2,8 millions d'années. Leur vie était courte, rude et souvent violente. À cette époque, le confort de notre civilisation moderne technologiquement avancée n'existait pas. Leur survie était assurée par la prédation. Des groupes de chasseurs-cueilleurs et de pêcheurs, souvent nomades, se battaient physiquement pour subvenir aux besoins de leur famille ou de leur clan. Tout mâle qui voulait avoir accès au sexe féminin pour perpétuer l'espèce devait alors avoir quelque chose à offrir en retour. En sa présence, les femelles recherchaient un accès régulier à l'abri, à la protection et surtout à la nourriture. Le mâle devait donc être assez fort, courageux, voire violent, pour être en mesure de chasser, de tuer du gibier et de le transporter pour se nourrir sa famille et sa tribu. Il devait aussi avoir la capacité d'éliminer tout homme faisant mine de s'attaquer à son gibier dûment chassé, à ses terres, à ses enfants, ou convoitant indûment sa ou ses femmes. Ainsi, tout au long de la préhistoire, et bien après encore, les hommes forts et capables de violence étaient systématiquement choisis par les femmes pour la reproduction, car seuls ces hommes pouvaient assurer la survie de leur espèce, et aucun de nous ne serait présent aujourd'hui si les choses s'étaient passées différemment. Nous avons depuis bien évolué, et il n'est plus nécessaire de chasser son propre gibier et de le transporter sur plusieurs kilomètres pour se nourrir. À l'époque néolithique, vers l'an 12 500 avant Jésus-Christ, de petites communautés humaines se sont regroupées dans des villages permanents. Puis, elles ont développé l'agriculture, l'élevage, et enfin les arts du feu, notamment la poterie et la métallurgie du bronze. La sédentarisation a permis le développement de l'agriculture. Pour la première fois de leur histoire, des groupes d'hommes ont pu se nourrir, sans avoir à parcourir des kilomètres dans des environnements hostiles. Par la suite, grâce aux évolutions technologiques successives, les villages se sont transformés en cités, avant de devenir des civilisations prospères. Au milieu du XIXe siècle, la découverte des hydrocarbures a permis d'atteindre un niveau de prospérité et de richesse sans précédent. Grâce à cette énergie fossile, les hommes ont pu se chauffer en hiver, se déplacer et cuisiner facilement, et moins cher. Notre système économique est aujourd'hui essentiellement basé sur l'exploitation des hydrocarbures, et jamais l'homme n'aurait pu atteindre un tel niveau de richesse et de prospérité sans ce miracle énergétique. Cependant, ce confort récent ne s'est pas encore inscrit dans nos gènes, et même si, de façon consciente, nous connaissons notre évolution depuis la préhistoire, notre cerveau reptilien fonctionne toujours comme il y a 2,8 millions d'années. Nos pulsions primitives sont bien présentes, et quelques siècles d'abondance et de confort récents peinent à effacer des millions d'années de manque et de lutte pour la survie. Aujourd'hui, il est plus important d'être éduqué que d'être fort pour subvenir aux besoins de sa famille. D'ailleurs, il est évident qu'un informaticien gagnera mieux sa vie qu'un chasseur ou un guerrier. Mais en général, les femmes ont toujours envie dans leur subconscient le plus profond du chasseur-tueur, seul capable de leur sauver la vie, de les nourrir et de les protéger, elles et leurs enfants. Cela dit, il est aussi évident que la majorité des femmes modernes n'ont aucun désir de sortir avec un psychopathe tel que Ted Bundy ou Richard Ramirez. Mais encore une fois, si cela est évident au niveau conscient, toutes les femmes veulent voir un peu de la rudesse de l'homme des cavernes transparaître au travers de leur homme civilisé. D'ailleurs, ce même rapport des femmes à la violence se retrouve dans plusieurs cas de violence conjugale. Crazy Love, Amour fou, le livre de Leslie Morgan Steiner, dans lequel elle raconte les 4 années qu'elle a passées avec un homme violent, illustre parfaitement combien ce choix peut s'avérer dangereux et destructeur. Elle décrit avec précision sa relation avec un ex-mari qui a tenté de l'étrangler, qui l'a roué de coups de poing, qui lui a braqué un revolver sur la tempe, qui l'a balancé dans des escaliers en béton et l'a giflé régulièrement pendant 4 ans. Et pourtant, dès le début de leur relation, son compagnon lui avait envoyé des signaux d'alerte très clairs, qui auraient dû lui mettre la puce à l'oreille. Ainsi, une fois qu'alors qu'il faisait l'amour, bien avant qu'il se fiance, il l'a étranglée quasiment jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Malgré cet incident,
Elle lui a réaffirmé qu'elle lui appartenait depuis toujours. Cela ne l'a pas empêchée de se porter candidate pour souffrir. Cette relation violente et toxique s'est achevée quand il est parti de leur appartement après 3 ans de mariage. On ne saura donc jamais si elle l'aurait un jour quitté d'elle-même. Cet homme était peut-être un monstre à l'échelle consciente, mais inconsciemment, il était pour elle le redoutable chasseur dont la présence, malgré la violence, lui procurait un sentiment de protection. Cela semble pathologique à première vue, particulièrement dans les cas extrêmes, mais en réalité, c'est le résultat de millions d'années d'évolution. Le rapport de la femme à la violence constitue un spectre allant de celle qui réclame une fessée à son homme dans la chambre à coucher, aux groupies de tueurs en série. Dans le cas des pratiques sadomasochistes, chaque femme qui vous demande de l'étouffer, de lui donner une fessée ou de lui cracher dessus dans un environnement sûr et contrôlé, pendant un rapport sexuel consensuel, agit sur cette envie mal comprise. Mais il n'y a rien de malsain. Elle vous demande en réalité de libérer l'homme des cavernes qui sommeille en vous. Elle vous demande de devenir une arme violente qu'elle peut manier pour sa protection. Et en faisant cela, elle reçoit en récompense une immense stimulation sexuelle. Pour étayer mon propos, je vous propose de passer en revue quelques cas pratiques, exposant des cas extrêmes d'hybristophilie. Anders Behring Breivik est un terroriste norvégien qui a perpétré et revendiqué les attentats d'Oslo et d'Utøya, un acte abominable qui a fait 77 morts et 151 blessés le 22 juillet 2011. Un article du Figaro Madame daté du 19 août 2015 au titre « Folle du tueur Anders Breivik ». Elle lui écrit plus de 150 lettres. Elle l'appelle par son prénom, lui écrit chaque semaine et promet qu'elle l'attendra. L'AFP a rencontré cette femme, Victoria, dont le cœur ne bat que pour le tueur Anders Behring Breivik. Cet homme est pourtant l'auteur du pire massacre commis en Norvège depuis la Seconde Guerre mondiale. Il n'empêche que Breivik a, comme d'autres criminels célèbres, son lot de groupies. Victoria, un pseudonyme utilisé pour protéger la véritable identité de la jeune femme, est l'une d'elles. « Vraiment, je ne voudrais pas vivre ma vie sans lui », assure-t-elle. Sa voix tremble d'émotion lorsqu'elle parle de son très cher Anders. Originaire d'une petite ville suédoise, la jeune femme d'une vingtaine d'années se démène pour obtenir un assouplissement du régime carcéral du tueur condamné à 21 ans de prison, une peine susceptible d'être prolongée. L'extrémiste de droite est maintenu à l'isolement depuis son incarcération. Victoria n'est pas affectée par le crime de l'homme. Rappelons qu'il a placé une bombe dans le quartier des ministères à Oslo et ensuite tiré à balles réelles sur un camp d'été de la jeunesse travailliste sur l'île d'Utøya. Pourtant, son admiratrice estime que le régime d'isolation qu'il subit en prison est une vraie torture et indique « Je suis encore plus attachée à lui maintenant qu'il est dans une situation si vulnérable ». Elle est sans emploi et de santé fragile, mais elle lui écrit pour lui remonter le moral et lui envoie des petits cadeaux, comme cette cravate bleu foncé qu'il portait à son procès. En retour, elle a reçu 2 courriers de lui, vus par l'AFP, les autres ayant été bloqués par l'administration pénitentiaire. Pas facile de décrire la nature de sa relation avec Breivik, qu'elle n'a jamais rencontré. Ses démarches pour lui rendre visite en prison ont toutes été rétorquées jusqu'à présent. Elle le décrit tour à tour comme son vieil ami, une figure fraternelle, protectrice, mais répond par l'affirmation quand on lui demande si elle le trouve attirant. Leur premier contact remonterait à 2007 et aurait eu lieu via des jeux en ligne. 2 ans plus tard, il rompt les liens, mais Victoria renoue début 2012 avec celui qui est entre-temps devenu l'homme le plus détesté de Norvège. Ce qui est étrange, c'est que Victoria n'est pas la seule fan de Breivik. L'hebdomadaire Morgenbladet rapportait en 2014 que Breivik recevait au moins 800 lettres par an, souvent écrites par des admiratrices. Pendant son procès en 2012, on apprit même qu'une adolescente de 16 ans lui avait envoyé une demande en mariage. Dans un autre genre, le phénomène Ted Bundy est d'un intérêt particulier, car la fascination de certaines femmes pour ce meurtrier perdure encore aujourd'hui. Ted Bundy était un tueur en série américain qui a été exécuté le 24 janvier 2009, dans la prison d'État de Floride où il était incarcéré. Il a agressé, violé et assassiné de nombreuses jeunes femmes durant les années 70, et peut-être avant. On ignore jusqu'à présent le nombre précis de ses victimes. Il a été condamné et exécuté pour enlèvement, meurtre et nécrophilie. Son physique avantageux et son attitude charmeuse ont attiré la curiosité de nombreuses femmes. De jeunes femmes ont poussé le vice jusqu'à s'habiller comme ses victimes, le jour de son procès. La prison d'Orlando où il a été incarcéré s'est vite retrouvée inondée de courriers féminins. Une jeune femme dénommée Carol Ann Boone s'est distinguée, car elle a déménagé en Floride pour se rapprocher de Bundy. Comble de l'ironie, Bundy lui a fait sa demande en mariage au cours de son procès,
et elle a accepté. Le couple finit par avoir une fille, malgré l'interdiction des visites conjugales. On ne sait pas grand-chose de leur vie, si ce n'est que Carol Ann et Bundy ont divorcé quelques années avant son exécution. Mais le plus étonnant, et le plus inquiétant aussi, est que la fascination pour ce meurtrier continue, avec l'apparition sur Netflix d'une série consacrée à Ted Bundy, intitulée « Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile », en traduction littérale « extrêmement méchant, scandaleusement mauvais et abominable ». Netflix a dû rappeler à l'ordre certaines abonnées qui n'ont pas hésité à exprimer leur attirance pour le meurtrier. La plateforme les a mises en garde, non sans humour, contre cette fascination malsaine. On pouvait d'ailleurs lire sur le compte Twitter de Netflix « J'en vois beaucoup qui parlent du présumé sex appeal de Ted Bundy. Et je voudrais rappeler à tous qu'il y a littéralement des milliers d'hommes canons sur Terre. Presque la totalité d'entre eux ne sont pas des serial killers condamnés. » Tweet publié le 28 janvier 2019. Il ne s'agit pas au travers de cette analyse de porter un jugement de valeur sur les femmes, et encore moins d'exiger qu'elles changent. Il s'agit plutôt de l'analyse objective d'un phénomène dont la compréhension pourrait même en aider certaines à sortir de ce cercle vicieux de la violence. Car pour beaucoup de femmes, ces pulsions et cette attirance vers la violence contrôlée, ou pas, demeurent un mystère. Mais la réalité est plus complexe. Même si la santé mentale de ces femmes peut être remise en question, il n'en reste pas moins que cette fascination pour la violence est ancrée dans nos gènes. L'univers fictif du film Bienvenue à Gattaca pourrait résoudre ce problème en filtrant les marqueurs génétiques de la violence. Selon le film, des manipulations génétiques pour supprimer certains gènes constitueraient la seule façon de modifier les comportements humains. Et nous pouvons par extrapolation appliquer cela à l'attirance féminine pour les hommes capables de violence. Mais là encore, cela nécessiterait une campagne d'eugénisme très contraire à l'éthique et à laquelle je m'oppose catégoriquement. Pourquoi ne pas simplement admettre ce qui est ? Il semble donc que les femmes soient condamnées à vivre avec cette fascination inscrite dans leur gène. Éduquer, informer et en parler est peut-être aujourd'hui le meilleur moyen d'apprivoiser ce phénomène. Mais le peut-on encore, avec toute la mouvance du féminisme extrême qui culpabilise les femmes qui n'adhèrent pas à leur théorie ? Les féministes refusent en bloc cette réalité. Mais se voiler la face et prétendre qu'une chose n'existe pas ne suffit pas à la faire disparaître, ne leur en déplaise. Alors pourquoi la nier ? N'y a-t-il pas là aussi des tentatives de manipulation des femmes par d'autres femmes ? Nous y reviendrons plus tard.